Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami beau gosse, l'ami Ker. Comment ça va, mon cher Ker? Alors visiblement, encore une fois, malheureusement, tu as perdu ton pari et tu as dû mettre comme ça les vêtements qui t'ont été imposés. J'espère que ça va. Pas et en du tout tout. cas, tu as un courage qui vraiment fait plaisir à voir. Eh ben pas du tout, ça va très bien et figure-toi mon cher Rec que après le cosplay donc de la finale NBA 2025, j'ai sorti mon cosplay donc Japan Expo de 2024 et je suis donc cosplayé en finale Jabba de the la Hutt. NBA 2024. D'ailleurs pardon. une finale 2020, elle a vachement bien vieilli cette finale. Là ça a perdu et là bah il a été trade Lakers. Voilà. Donc voilà, j'espère que tu vas bien mon cher Greg, j'espère que vous aussi vous allez bien. Et on commence cette vidéo news donc d'actu ciné-série fort chargée par le traditionnel point pognon. Car cette semaine encore, il y a du pognon qui a coulé à flot, notamment au cinéma et notamment dans les poches de Disney avec l'énorme carton de Lilo et Stitch qui se confirme. Lilo et Stitch avait fait un bien bon gros démarrage puisque en seulement 3-4 jours, il avait battu le box-office total donc, du film animé Lilo et Stitch sorti en 2002. Et là, Lilo et Stitch est à plus de 600 millions de dollars au box-office mondial. Au moment où on vous parle aux États-Unis, c'est à presque 300 millions. Donc c'est solide. Il est déjà troisième du box-office mondial donc de 2025. Le film chinois, c'est toujours pas le dire, Running Gag, Nisa 2 et toujours premier. Et vraiment, je pense qu'un jour, j'espère que la presse américaine va le faire, il va falloir s'intéresser aux chiffres du box-office de Nisa 2, qui en fait a atteint 2 milliards. Puis un jour, les Américains, la presse américaine, les chiffres officiels américains, notamment Box Office Mojo, se sont intéressés au film. Ils lui ont dit, alors, bon, en fait, il n'est pas vraiment à 2 milliards, parce que ça nous arrange pas trop qu'il y ait un film chinois dans les 2 milliards. Il est à 1,8,9, à 1,89 milliards. Et, enfin, 1,889, voilà. Je vais y arriver. Et en fait, depuis, il n'a pas bougé. Alors, il est sorti dans plein de pays, mais alors, il n'a pas rapporté un centime depuis que les Américains ont rentré le Nisa 2 dans le classement, puisqu'avant il y était pas. Minecraft et donc lui n'atteindra pas, et c'est une surprise, le milliard. J'en avais parlé la semaine dernière, il est deuxième. Et Lilo et Stitch, alors par contre, devrait largement atteindre le milliard. Donc ça c'est cool pour Disney. Hein. Est-ce que c'est cool pour le cinéma? C'est une autre question. En tout cas, c'est cool pour les gamins qui ont l'air de beaucoup aimer le film Lilo et Stitch. Et pour vous dire, hein, on en a parlé notamment sur la vidéo sur le cinéma, qu'on vous conseille d'aller voir. C'est la dernière vidéo qui est sortie avant celle-là. Par contre, si vous regardez cette vidéo dans, je sais pas, 2-3 ans, c'est pas la dernière, l'avant-dernière. Ou alors, il y a eu un apocalypse de Maboule, un Don't Look Up, un truc qu'on n'avait pas prévu. Mais voilà. Le truc, c'est que donc, dans cette vidéo-là, vous allez me dire, mais où va-t-il? Bonne question. Eh ben, c'est très simple. Dans la vidéo sur le cinéma, on disait qu'en 2025, il n'y avait pas eu énormément de gros succès, de trucs qui faisaient venir les gens en salle. La preuve en est que le quatrième plus gros succès de l'année est quand même considéré par tous comme un énorme échec, puisque c'est Captain America Brave New World avec ses 400 millions de dollars. Cinquième, autre gros échec, c'est Thunderbolt avec 360 millions de dollars. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Et l'effet bouche à oreille a pas trop marché. Il devait y avoir de la surhumaine dans les oreilles parce que ça a pas trop marché. Donc, malgré de très bonnes critiques à un public, Thunderbolt n'a jamais vraiment décollé. Par contre, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est un mystère. C'est donc Mission Impossible The Final Reckoning qui marche très fort. Qui, au moment où je vous parle, est à 350 millions de dollars. Il va largement battre le précédent qui était considéré comme un échec. Il devrait terminer sa carrière aux alentours de 700-800 millions de dollars. C'est ce que disent les estimations, ce qui serait très très bien. Alors que c'est littéralement la deuxième partie du premier. C'est quand même chelou qu'une deuxième partie de film explose le premier. Et en fait, je pense que le rename du film, donc il devait s'appeler Partout, le fait d'avoir complètement changé le titre, eh ben, c'est peut-être une bonne idée, puisqu'en fait, les gens l'associent pas à la première partie. Peut-être qu'il y a des gens qui sont allés voir celui-là sans avoir vu la première partie.
Et puis bon, il faut reconnaître que la promo a été discrète mais efficace. Tout était centré sur bien évidemment Tom Cruise, mais aussi et surtout Tom Cruise qui fait une cascade avec un petit avion. Alors ok, hein, moi je la fais pas cette cascade. Déjà sauter de 3 marches, je préviens mon assurance. Mais quand même, ils ont tout mis sur le petit avion. Donc voilà pour Mission Impossible The Final Reckoning qui est quand même un joli succès pour l'instant. Et puis on va quand même souligner 2 autres succès de l'année quand même. Le film Sinners qui est à 350 millions de dollars pour un film R-rated, un film original, c'est quand même énorme et c'est quand même sacrément mérité parce que le film est excellent. Et puis le gros succès, plus gros succès de l'histoire de la franchise des destinations finales pour Blue Lines avec 230 millions de dollars. C'est le premier à dépasser les 200 millions. Voilà pour le point pognon, les amis. À toi, mon cher Greg, pour ta première news. Eh ben, merci mon cher Kerr. Et ma première news, c'est tout simplement le réalisateur, donc Jake Schreier de Thunderbolt. Eh bien, Thunderbolt n'est pas un méga carton au box-office, comme tu en as parlé dans tes points pognon. Mais visiblement, d'un point de vue, en tout cas, retour critique et public, les retours sont très bons. Et donc, eh bien, Marvel a décidé de donner les clés de la franchise X-Men, donc du futur film X-Men, à ce réalisateur qui, d'après Deadline, serait le réalisateur sélectionné pour pouvoir le faire. En soi, c'est propre et sympa, ce qui est pas mal. C'est déjà bien par rapport aux autres films de Marvel, mais on est loin de un film particulièrement excellent. Donc, bon, voilà. En fait, c'est un peu genre, bon, bah, toi, t'as des moins bonnes notes que les autres. Enfin, t'as pas autant des mauvaises notes que les autres, vas-y tu bosses. C'est vraiment le temps où Marvel essayait d'attirer des grands réalisateurs, je pense, est fini depuis The Eternals et c'est bien dommage. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah moi je pense qu'ils commettent les mêmes erreurs encore et toujours. Quand ils ont un réalisateur qui fait un bon coup ou un réalisateur qui dans la production ou le scénario a fait quelque chose de bien, ils vont tout de suite lui donner des projets trop gros pour lui. On l'a vu avec le réalisateur de Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Il avait fait un scénario plutôt correct avant. Tout de suite, on lui a donné Ant-Man. Dans la foulée, on lui a dit, mec, c'est toi qui fais le prochain Avengers. Ant-Man est sorti, c'est bidé, ils l'ont dégagé. Disney fonctionne vraiment étonnamment comme ça. Ils vont chercher des réals, des showrunners qui ont eu un coup et on leur donne un projet monumental. Et en plus, ils le font toujours avec un timing très étonnant. Tu vois, le soir de l'épisode le moins bien noté de toute l'histoire de GOT, ils annoncent qu'ils ont pris les Weiss et Benioff pour Star Wars. Enfin, en termes de timing, on pouvait pas faire pire. Ils font ça avec plein d'autres et ils leur retirent ensuite les projets. Mais tu as raison, tu vois, Chloé Zhao qui va bosser sur Eternals, bah, c'est hyper dommage que alors, soit elle, je pense pas qu'elle ait envie d'en refaire, mais il y a des grands réalisateurs, il faut y aller. Donc d'ailleurs, le réalisateur d'Anora, Simon Baker, je crois qu'il s'appelle, a déclaré là, il y a quelques heures, qu'il travaillait sur son prochain film. Le premier truc qu'il a dit, c'est pas un Marvel, hein, détendez-vous. Donc Anora, Palme d'Or et Oscar du meilleur film. Voilà mon cher Greg. Est-ce que tu as une autre news là pour nous faire rêver davantage ? Eh bien, vous le savez sans doute, mais du coup, donc le dernier, le futur Avengers Doomsday est toujours en production et Marvel pense qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour pouvoir être au panel du Comic-Con San Diego, ce qui est une grosse surprise parce que c'est quand même le gros rendez-vous pour Marvel depuis de nombreuses années. On le sait, hein, par exemple, le casting de certains acteurs a été confirmé quelques heures avant les Comic-Con. C'était vraiment leur Super Bowl. Et ben cette année, il n'y aura pas d'annonce au Hall H. C'est assez surprenant et je pense que ça montre, c'est un des éléments qui montre que Marvel n'était plus du tout ces derniers temps sur des rails
Et bon, on l'espère, ça va revenir, mais en tout cas, voilà pour l'info. Petit sujet, mais je voudrais très chaleureusement remercier les tipeurs qui soutiennent la chaîne. C'est une manière très directe de nous aider à faire des records et à en faire plus. Donc merci à vous. Quand eh bien, les conditions sont compliquées, que la réalisatrice ne peut pas venir, de pouvoir, ça va coûter plus de temps de montage, et donc merci à vous les tipeurs, et évidemment merci à tous les autres, ceux qui partagent les vidéos, ceux qui les like, ceux qui mettent le commentaire de référencement, ou plus encore qui mettent un commentaire pour qu'on puisse le lire et interagir avec vous. Merci à vous tous, et bien mon cher Kerr, je t'en prie, fais la news suivante. Et ben moi j'enchaîne avec le point pigeon, mon cher Greg, et cette semaine il concerne Spotify, Spotify qui en plus est la plateforme que certains utilisent pour nous écouter, puisqu'on y met donc nos émissions en podcast, et donc salut à vous, et si tu cours, fais attention. Ah, je t'avais prévenu. Le truc avec Spotify, c'est qu'ils vont encore augmenter leurs tarifs. Il y avait une première augmentation qui était une conséquence de la mise en place de la taxe streaming du gouvernement. Spotify n'a pas du tout aimé et du coup avait dit que ils étaient obligés d'impacter cette taxe streaming sur le prix et qu'en fait cette taxe n'allait pas du tout être payée par Spotify mais par leurs abonnés. Et là, nouvelle augmentation. Et attention, elle est sympa. Ils ont dû voir Netflix augmenter les tarifs et dire le public réagit bien, ça gueule pas trop, donc on va y aller. Et puis donc, par exemple, donc, le premium va passer de 12 euros à... va passer à 12 euros. Il était à 11 actuellement. Il y a une augmentation sur tous les abonnements. Le premium famille, alors là, plus de 21 euros. Par mois, c'est vraiment costaud. C'est vraiment costaud. Là, on est dans du tarif à la Netflix sur son premium. Disons, le premium, faut le vouloir. Donc voilà, pour ce point pognon, c'était Spotify qui nous a fait vachement plaisir cette semaine. Moi, je suis vachement déçu, moi. Parce que j'écoute énormément Spotify et j'aurais bien du mal à me séparer du premium. Alors ça va, je vais pas vous faire le running gag de Netflix de « Non mais là, cette fois, j'arrête ». Parce qu'en plus, ça fait rire certains, comme 12 par exemple, je crois que je dis bien son nom. Si j'écorche ton nom, tant pis. Désolé, j'ai pas fait exprès. Qui se moque un peu du fait que je dise qu'à chaque vidéo que je vais arrêter mon Netflix parce que c'est trop cher, alors que je le fais pas, mais bon, voilà, je le garde aussi pour Quick and Click, Netflix. Mais là, Spotify, ça m'embête vraiment beaucoup, là. Voilà, mon cher Greg. Eh ben, c'est vraiment marrant parce qu'à chaque fois, ces news, elles viennent juste après les annonces que ça y est, Spotify est devenu, a pris 2 longueurs d'avance, fait des annonces en bourse pour dire que c'est devenu vraiment un service qui a gagné en abonnés. Dès qu'ils arrivent sur une masse critique où ils ont l'impression qu'ils ont beaucoup d'abonnés et comment est-ce qu'on va faire pour être rentable plus le trimestre prochain, voilà. Ils augmentent les prix et ils continuent d'augmenter les prix jusqu'à ce qu'il y ait trop de gens qui se désabonnent. C'est vraiment mécanique, hein. Y a vraiment pas de secret sur Spotify. Mais voilà, donc j'ai envie de dire, le meilleur moyen pour lutter contre ça, c'est tout simplement de se désabonner de Spotify et d'aller chez Deezer ou chez Apple Music. Ça remet un peu de concurrence et Spotify rebaisse ses prix. Enfin, c'est vraiment la classique. Ouais, mais moi, tu vois, la musique ou les podcasts, je les écoute pas forcément à 10h. Des fois, je vais les écouter à 9h, à 11h. Tu vois, donc ça me gêne, quoi. Je peux comprendre que tu as envie de l'écouter, mais les autres plateformes de musique ne font pas des tarifs en fonction de l'heure. Tu peux vraiment prendre un abonnement chez Deezer et l'écouter à 11h ou à 12h. C'est pas du tout un problème. Donc tu prends ton abonnement à 10h, mais t'es obligé d'attendre 1 heure pour écouter. Moi, c'est trop de contraintes pour moi, là. Non, c'est vraiment à n'importe quelle heure. Tu peux y aller, il n'y a aucun souci. Ça, c'est une blague à trop j'enchaîne durer. avec une petite news. Vas-y. Donc Stranger Things, la dernière partie, la saison finale, eh bien beaucoup de gens, dont moi, l'attendent. Et eh bien sachez que ça y est, on a des dates avec le fameux événement, le To Doom, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et du coup, eh bien sachez que la série va sortir en 3 parties. Une première partie qui sortira le 26 novembre, une deuxième partie qui sortira à Noël, et la troisième pour le jour de l'an. Et
Est-ce que certains ont vu que derrière, c'est parce que Stranger Things est une des raisons principales pour certaines personnes de s'abonner à Netflix, et du coup, bah là, ils font le truc sur plus ou moins 3 mois, parce que le 31, si vous avez regardé toutes les dernières parties avant le premier, je pense que vous êtes très fort. Donc là, ils utilisent cette triple sortie pour que tout simplement on reste abonné sur 3 mois, car la dernière partie sera un seul épisode. J'ai des doutes que les gens le regardent le soir du 31, mais après tout on peut tous avoir un 31 festif de bien des manières. Bon, après, s'il le sort tôt le 31, on regardera ça avant d'aller faire la fête. C'est vrai, plus le découpage devient une habitude en volume. Je sens que ça va être triste comme fin et que du coup, t'auras pas envie de faire la fête. Cette deg, non, je pense pas que ça va être comme ça, moi. 4 épisodes dans le volume 1, 3 épisodes dans le volume 2, un épisode dans le volume 3. Ils ont aussi balancé le pitch, hein, si ça vous intéresse, allez checker sur Netflix, hein. Nous on va pas le balancer là parce que ça va spoiler ceux qui n'ont pas encore commencé Stranger Things. Voilà mon cher Greg, puisque tu parlais de volume, moi aussi je vais parler de volume pour une série que tu aimes bien, mon cher Greg, c'est Sandman. Sandman, on a des infos aussi sur la saison 2, toujours avec Toudoum pendant que je cherche ma news. Et je l'ai trouvé. Sandman va donc va sortir en 2 volumes la dernière saison, hein, puisque la série a été annulée suite au scandale autour de Gaiman, l'auteur donc de l'œuvre littéraire Sandman. Donc voilà, et donc on a le volume 1, les 6 premiers épisodes, c'est le 3 juillet, note dans ton calendrier. Et le volume 2, épisode 7 à 11, le 24 juillet. Et il y aura un épisode spécial, on n'a pas trop d'infos dessus, un peu pour dire au revoir à la série qui sortira le 31. Donc voilà, Netflix coupe ses saisons, on commence à avoir l'habitude. En fait, tranquillou bilou, on revient sur un système de diffusion sur Netflix qui s'approche sur les grosses productions, hein, pas sur les petites, mais sur on est plus proche aujourd'hui de la diffusion hebdo que du binge watching, vas-y que je te balance toute la saison d'un coup, et voilà. Et pour l'instant, comme le public dit rien, comme avec l'augmentation des tarifs, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon. Et CF, allez voir notre vidéo donc sur Mais à quoi joue Netflix, qui est dispo sur la chaîne. Tiens, je fais une autre vidéo. Non, je reste sur cette vidéo, mon cher Greg, ne t'inquiète pas. Je reste aussi sur Netflix pour vous dire qu'il y a eu pas mal d'infos là avec le Toudoum, et notamment ils ont parlé de Squid Game qui débarque le 27 juin pour sa dernière partie. Voilà, donc la série sera terminée. Et puis puisque je suis dans les annonces séries, sachez que la saison 5 de Slow Horses, l'excellente série avec Gary Oldman sur Apple TV+, elle commence le 24 septembre. Voilà, notez aussi dans votre petit calendrier. Ça vaut vraiment le coup, hein, Slow Horses, pour ceux qui n'ont jamais vu la série. C'est vraiment une excellente série qui va vous faire passer un très bon moment. Et voilà, c'est vraiment très très chouette. À toi, mon cher Greg. Eh bien, merci, mon cher Kerr. Et effectivement, je suis très curieux de voir cette dernière saison de Sandman. Est-ce que tu sais si, je cherchais les notes la dernière fois, s'ils étaient déjà au courant que ça allait se terminer avant de la finir, ou si vraiment il n'y aura pas de fin à cette série? Non, il y aura une fin. Ils ont dit qu'ils adaptaient la saison 2 en conséquence. Donc normalement, c'est bon. Peut-être que il faut faire attention à ce qu'ils disent, hein. Mais peut-être que l'adaptation, ça sera l'épisode spécial, je ne sais pas. Si c'était vraiment un final de série, ils n'auraient pas utilisé le terme épisode spécial, tu vois. C'est un peu chelou. Très bien, mon cher Kerr. Alors, de mon côté, je vous avais dit que Disney était très content. Ils commençaient à refaire des bénéfices sur le streaming, qu'ils avaient augmenté les prix sur les parcs, mais que malgré ça, ils continuaient à gagner pas mal de sous. Et évidemment, que s'est-il passé ? Eh bien, Deadline nous dit que lundi prochain, au moment où on enregistre cette vidéo, que lundi de la semaine prochaine, il va y avoir des annonces de licenciements massifs chez Disney. Donc c'est vraiment, on gagne plein de thunes, faisons des licenciements. Ça paraît complètement logique.
par rapport aux annonces qu'on voit en ce moment de bourse. Donc les postes qui sont visés, c'est les équipes marketing, film et télévision, les équipes de publicité télé, les équipes qui s'occupent de gérer les castings et les équipes qui s'occupent de faire du développement de projets. Donc c'est vraiment tout ce qui permet de faire connaître les projets et d'avoir des futurs projets pour la suite. Je trouve ça un petit peu... Enfin bon, après, ils veulent... à chaque fois, ils licencient parce que ça revalorise l'action, elle est vendue plus cher et tout. Mais franchement, on vient juste de couvrir qu'ils font des bénéfices, quoi. Donc, alors vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais Disney avait fait plusieurs gros licenciements en disant que ça allait pas bien et tout. Là, ça va bien, ils licencient aussi. Donc, c'est franchement... Enfin bref. Donc, on n'a pas encore des informations concrètes sur la quantité, le nombre de milliers de licenciements, mais on fait des petits rappels. En mars 2025, ils avaient déjà licencié 6% des effectifs. En octobre, ils avaient fermé carrément tout ce qui était ABC Signature. En juillet 2024, ils avaient relicencié 140 employés sur ces secteurs. Et l'initiative donc, est lancée par Bob Iger, donc je rappelle, c'est news de Deadline. Et pour lui, il a pour but il avait annoncé à son arrivée en 2023, enfin son retour en 2023, 7,5 milliards d'économies et il avait déjà supprimé en 2023 7000 postes. Voilà. Je sais pas quoi te dire. Parce que là, j'ai vérifié, hein, tous les résultats sont supérieurs. Ils ont fait plus de 289 millions de dollars sur les services qui sont visés. Voilà. C'est Disney, c'est Mickey, c'est la famille. En effet. Bon esprit. J'enchaîne, mon cher Greg. Vas-y, mon cher Pierre. Eh ben moi j'ai une autre news, mon cher Greg, qui est tout sauf joyeuse. C'est le décès du dernier survivant du crash d'avion qui avait été adapté sur Netflix en film, qui s'appelle Le Cercle des Neiges par Juan Antonio Bayona, qui est sorti en début d'année dernière. Film qui avait eu d'excellentes critiques, en effet, il était très solide. Et Bayona se faisait du bien après notamment Jurassic World 2. Donc cet individu qui s'appelle Daniel Fernandez Strauch donc est décédé à l'âge de 79 ans. Et donc son histoire de lui et de son équipe a été donc racontée dans ce film qui revient sur le crash d'avion donc dans la Cordillère des Andes de ces 16 sportifs. Je dis, oui, ils sont sportifs, il me semble bien, c'est une équipe. Hein. Je ne sais plus lequel sport. Rugby, basket, tennis. Non, le tennis ne se fait pas en équipe. Pac-Man? Non, Pac-Man n'est pas un sport. Je ne sais pas. Donc voilà, ils sont restés 72 jours dans la neige. Donc voilà, si vous voulez voir ce film, n'hésitez pas à aller le voir. Hein. Voilà, puis si vous n'avez pas envie, passez à autre chose. En tout cas, hommage à ce monsieur. Et puis, tiens, je vais faire une autre news qui a été balancée lors du To Doom Event de Netflix qu'on a évoqué déjà plusieurs fois. C'est le prochain Knives Out, tu sais, avec Daniel Craig. Et là, il va s'appeler Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. Et au casting, donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort le 12 décembre. Hein, si vous avez toujours votre agenda et que vous ne l'avez pas sorti, c'est très bien. Il y a plein de dates dans cette émission. Et il y a le casting aussi. Et le casting est cool, puisqu'on a Josh O'Connor, qu'on a vu récemment dans Challengers, Mila Kunis, Josh Brolin, Glenn Close, Andrew Scott, Kelly Sponey, Alien Romulus, notamment, Civil War surtout, hein. Daryl McCormack, Jeremy Renner. Voilà, on retrouve Jeremy Renner dans un grand film. Enfin, un grand film, en tout cas un gros film. Hein, mais alors, j'ai vu plein de gens réagir sur le truc To Doom en disant « Ah, c'est cool de revoir Jeremy Renner pour la première fois sur un écran depuis son terrible accident. Il a juste fait une saison complète donc de Mayor of Kingston où il est juste complètement ouf.
regardez cette série, c'est une pépite. Elle est sur Paramount et Canal en France. Et enfin, dernière personne qu'on a également annoncée au casting, en plus de Daniel Craig, c'est Kerry Washington. Voilà, et c'est toujours écrit et réalisé par Ryan Johnson, bien connu dans Cult & Click pour être au cœur d'un des fous rires les plus gros donc de l'histoire de la chaîne. Donc c'était dans la critique des derniers Jedi. On vous invite à aller la voir si vous avez envie de vous marrer. Ça se passe entre Ryan Johnson, Greg et un mécontentement sur un déménagement involontaire dans une maison. Voilà mon cher Greg. À toi. Merci mon cher Kerr, effectivement je m'en souviens. Et bien du coup on a un petit casting pour le prochain film de Alexandro Inarritu. Eh bien on a Robert Jordan Burke de The Last of Us. Ça je sais le dire, c'est Alejandro. Mais j'ai eu un doute parce que c'est un J, mais en fait c'est tout à fait logique que ça se dit. Il y a Burn Goman, et en fait donc ce film n'a pas encore de titre. On sait que par contre il va sortir le 2 octobre 2026. Son synopsis: c'est un homme extrêmement puissant tente désespérément de prouver qu'il est le sauveur de l'humanité avant que la catastrophe qu'il a déclenchée n'anéantisse tout. C'est un biopic de Musk. C'est un film avec... De quoi? C'est un biopic d'Elon Musk? C'est un biopic de Musk. C'est vrai que ça y fait penser. Donc il y a Tom Cruise qui avait déjà été confirmé en acteur principal, Sandra Hüller, John Goodman, J.C. Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Michael Suribag et Emma Darcy. Je suis super chaud pour ce film. Voilà, je te le dis. Je suis très chaud pour ce film. Voilà. Mon cher Kerr. Tu veux enchaîner ? Ouais. Petite news là sur Sinners. Sinners, donc, qui est une des très belles réussites de cette année, tant en termes de qualité de film que de recettes au box-office, même si nous toucherons, nous, relativement peu des recettes de Sinners. Quand je dis vous, nous, c'est autant vous que moi. Donc on va plutôt s'intéresser à la qualité du film. Et Ryan Coogler a parlé énormément. En ce moment, il ne fait que ça. Mais Ryan, pourquoi ne fais-tu que ça d'ailleurs? Non, il travaille là sur notamment le reboot, de The X-Files. Ryan Coogler. Et là, il parlait donc de Sinners parce que, bien évidemment, il faut faire la promo de la sortie digitale aux US du film. Et il a dit que pour lui, il n'envisageait pas du tout d'en faire une suite. Voilà, il a dit qu'il avait travaillé pendant un bon moment sur les films de franchise, qu'il voulait ne plus en faire, et que pour lui, Sinners, c'était vraiment, qu'il avait vraiment conçu Sinners comme un repas complet. Voilà, je trouve l'expression rigolote. Donc c'est cool parce que Sinners a quand même réalisé la grosse perf d'être le film original avec les plus grosses recettes depuis un paquet d'années. Vraie grosse surprise. Autre petite news, la série The Studio avec Seth Rogen a été renouvelée par Apple pour une saison 2. C'est très cool. Si vous l'avez pas vu, cette série, elle vaut largement le détour. C'est une des très bonnes séries de 2025. Autre petite news, et ça c'est un truc qui m'a fait plaisir. Je suis sûr pour toi mon cher aussi, puisque c'est un acteur dont on avait dit beaucoup de bien dans Fear the Walking Dead. Alors là vous me dites, waouh, mais attends, tu commences ta phrase par super acteur, beaucoup de bien, et là tu termines ta phrase par Fear the Walking Dead. Oui, c'est vrai. Mais rappelez-vous de Nick au début de la série. Eh ben, l'acteur Frank Dillon, qui était excellent et dont on avait dit maintes et maintes fois, mon cher Greg, dans la série, eh ben, il a gagné un prix loin d'être anodin, puisqu'il a eu le prix du meilleur acteur pour le film Urquine, pardon. Et il a eu ça où? Eh ben, au Festival de Cannes, dans la catégorie Un certain regard. C'est classe quand même, non? D'avoir un beau prix à Cannes, après être passé par Fear the Walking Dead. C'est pas le seul à très bien faire évoluer sa carrière depuis Fear. Alors lui, il a quand même eu une période très calme, mais quand même, Coleman Domingo, qui aujourd'hui est absolument partout et à juste titre, notamment après son passage dans Euphoria, etc. Il jouait Victor Strand quand même dans 109 épisodes de Fear the Walking Dead. Donc voilà, Alicia Debnam-Carey, qui elle aussi avait un petit peu disparu
qui joue Alicia, revient un petit peu, mais alors pour le coup, c'est dans des films complètement claqués au sol. Donc, bon, ben, voilà, elle fait ce qu'elle peut aussi. Elle fait peut-être les films aussi qu'on lui propose. Mais voilà, du côté de Fear, c'est plutôt pas mal. Et alors, c'est marrant, c'est que sur le même festival de Cannes, donc on a Frank Dillon qui gagne un prix dans la catégorie Un certain regard, et dans la catégorie Reine, eh ben, c'est quand même Wagner Moura qui a eu, mais ça j'ai dit la semaine dernière, le prix du meilleur acteur pour L'Agent secret. Wagner Moura, c'est qui? Eh ben, c'était Pablo Escobar dans Narcos. Donc là, on a eu sur le même festival de Cannes des acteurs issus de séries, enfin en tout cas qui ont fait parler d'eux dans les séries récentes, qui ont été sacrés. C'est rien de nouveau, hein, vous allez me dire, ça arrive très régulièrement. Oui, en effet, il y a beaucoup d'acteurs qui débutent dans des séries, hein, Bruce Willis, George Clooney et plein d'autres. Voilà, mon cher Greg, à toi. Eh bien moi j'aurais parlé d'une nouvelle tendance aux États-Unis. Donc il y a eu un partenariat entre la société Offball et du coup WhatsApp, et en fait ils ont créé une discussion sur WhatsApp qui s'appelait donc The Chat, avec énormément d'intelligence, on va dire. Et du coup, donc c'est un chat groupe, mais où il y a des célébrités, entre autres LeBron James, qui commentent en temps réel les... alors c'était que je vous dise pas de bêtises, c'était un événement, c'était la draft de la NFL. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup il y a eu énormément de personnes qui sont abonnées au groupe, qui regardaient les discussions, etc. Et en fait les différents médias essayent de créer autour d'événements spécifiques de télé, puisque le but c'est de freiner le long et lent déclin de la télé, mais de créer des groupes chat où les gens discutent directement avec leurs célébrités, ou que les célébrités peuvent mettre comme ça ce qui était avant un live tweet. Malheureusement Twitter est mort, et du coup c'est une autre manière d'avoir ça. Alors effectivement il y aura peut-être des gens qui le feront, des célébrités qui le feront d'eux-mêmes, mais le but ici est vraiment de sponsoriser et d'aller chercher des personnes pour commenter, et donc pour donner des raisons de regarder un instant T et pas en replay, mais tout de suite maintenant du coup l'événement. Évidemment c'est pour valoriser encore plus cher les publicités. Qu'est-ce que tu en penses de regarder un film en direct à la télé avec le réalisateur qui commente tout ça sur un groupe chat WhatsApp ou autre? Moi je trouve ça sympa comme idée. Oui, mais enfin, si c'est vraiment pour un film, j'ai envie de te dire, le réalisateur il aime pas trop son film, parce que si l'idée c'est de discuter pendant que nous on mate son film, et donc potentiellement on n'est plus du tout concentré dans l'œuvre qu'il est en train de nous montrer, après dans des émissions sans intérêt, why not? Ouais, enfin ça m'ambiance pas plus que ça. En fait le truc c'est qu'ils avalisent l'idée que maintenant les gens ne regardent plus la télé et c'est tout, ils regardent la télé avec leur téléphone et en faisant des trucs sur un téléphone en même temps. Moi je trouve ça pas mal comme idée. Hein? Tu fais ça toi? Tu regardes la télé avec ton téléphone? Seulement si c'est naze. Le basket, non mais c'est pas une critique, je le fais tout le temps. S'il y a un carton qui est pas ouf, effectivement j'ai sur mon téléphone. Pour un film ça a moins m'intéresser, mais par contre d'imaginer que je vais avoir quelques notifications du réalisateur qui commente pour avoir une espèce de live commentary des anciennes versions qu'on avait avec les commentaires du réalisateur, en vrai ça peut être sympa. Il faut bien imaginer que c'est pas dans un contenu genre Netflix, tu regardes, il n'y a pas de pub, etc. Là, tu t'arrêtes juste pendant les pubs et tu regardes les commentaires. Il y a de la pub sur Netflix. Malheureusement, c'est vrai. Il y en a beaucoup même. Non, moi je trouve que le concept est sympa. C'est juste savoir si Kim Kardashian a pensé de tel ou tel événement sportif, je suis pas sûr que ça m'intéresse. Mais en l'occurrence, LeBron James est connu comme étant très féru de la NFL. Et de basket. Il commence à avoir un petit pied en dehors. Ouais. Faut pas se le cacher. Enfin voilà. Il a compris les bases, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu as comme autre news, mon cher Kerr?
Eh ben, ma prochaine news, mon cher Greg, est une news ciné-série qui, en fait, ne parle pas de ciné-série, mais de jeux vidéo, puisqu'à l'occasion d'un State of Play de PlayStation, donc CD Projekt a dévoilé une démo technique de The Witcher 4, jeu extrêmement attendu. Donc, il y a... franchement, ça envoie, c'est très joli, c'est très prometteur. Par tous les gens... C'est très attendu par tous les gens qui, du coup, ont découvert The Witcher, sans doute par la série Netflix. Ah bah oui, bah c'est la série Netflix qui littéralement a fait décoller The Witcher. Hein. D'ailleurs, les premières images... Tu sais même qu'ils ont adapté la série en livre. J'ai vu ça bah écoute, chez le libraire. Et est-ce qu'il y a un peu plus de matière ? Est-ce qu'ils sont fidèles à la série ? Bah en fait, s'ils avaient vraiment... s'il n'y avait pas plus de matière que dans la série, les bouquins, ça serait un niveau de choupi, tu vois. Là, il y a plus de matière. Ouais. Il y a plus... Bon, arrêtons de troller et revenons sur The Witcher 4. Donc, bien évidemment, centré sur Ciri. Moi, je trouve ça très chouette. Et du côté de CD Projekt, on parle beaucoup des jeux à venir. Et ils ont notamment confirmé la suite de Cyberpunk 2077 avec un développement bien lancé. Et ils ont aussi montré que ils ont partagé des trucs là du côté de CD Projekt, notamment le nombre de développeurs qui travaillaient sur leurs différents projets. Et alors là, c'est une très très largement à l'avantage de The Witcher 4, donc c'est vraiment le très gros projet de CD Projekt. Voilà, il va falloir être patient hein, quand même avant d'avoir The Witcher 4 entre les mains. Voilà, j'enchaîne avec une news cinéma français pour vous dire que donc les messieurs et les madames qui ont fait Le Comte de Monte Cristo, le film, hein, pas le bouquin. Parce que figure-toi que j'ai découvert aussi à la librairie, le running gag est génial, donc je continue. Donc à la librairie, j'ai vu qu'ils avaient adapté donc le film Le Comte de Monte Cristo en livre. C'est un mec qui s'appelle Dumas qui l'a adapté ça. J'ai assez étonné. Mais bon, bref. Toujours est-il que pour vous dire donc que le Comte de l'équipe qui est derrière Le Comte de Monte Cristo, je vais y arriver, travaille sur un nouveau film et vous allez voir. On reste dans le thème, puisque ça s'appelle Dumas, Diable Noir. Donc avec Omar Sy, François Civil, Théo Christine et Vincent Cassel au casting. Il y a sûrement d'autres personnes et pas uniquement 4 acteurs et actrices. Même si là, je n'ai cité d'ailleurs que des acteurs. Voilà, et alors ça raconte quoi ? Eh ben, c'est l'histoire vraie du daron d'Alexandre Dumas, qui est aussi... historiquement le premier général noir de l'armée française. Donc voilà, il sera incarné à l'écran par Omar Sy. Je rajoute que le film se déroulera pendant la Révolution française, je précise. Et pour ceux qui se posent la question de qui est Théo Christine, on l'a vu notamment dans Suprême sur NTM, on l'a vu aussi dans le film Gran Turismo, on l'a vu dans BRI, bref, c'est un acteur qui monte. Je voulais rajouter quand même qu'à la réalisation, on a Ladji Lee. Voilà mon cher Greg, à toi. Merci, et bien du coup enchaînons avec ma news suivante. Est-ce que vous avez entendu parler d'un acteur qui s'appelle Henry Cavill ? Eh bien Henry Cavill... Oui, j'en ai entendu parler. Eh bien Henry Cavill qui est un peu entre plusieurs projets, hein. Witcher ça se fait plus, enfin il est plus dedans, il y a Warhammer mais il est en conflit avec Prime visiblement, donc vraiment il est entre des projets, il était censé faire, vous connaissez l'histoire, il doit faire Man of Steel, il est plus dedans, ok, et donc entre deux il avait fait après. Ministry of Ungentlemanly Warfare. Donc le ministère de je sais plus quoi, des gens qui sont plus des gentlemen, qui était sorti sur Prime il y a quelques temps, qui est un film de Guy Ritchie avec Henry Cavill. Eh bien le film fait son petit bonhomme de chemin et il est actuellement dans de très nombreux pays, top 5 des films les plus regardés, aux États-Unis, Danemark, Espagne, Norvège, République tchèque, pour citer les plus gros pays, évidemment, ce qui compte c'est les États-Unis. Et du coup le film a un score approval de 91% du public, et donc ça fait que, eh bien, il y a de plus en plus de demandes autour du retour d'Henry Cavill. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a vraiment, j'ai vraiment la sensation, et c'est pour ça que j'en parle, il y a une attente de voir plus de projets de Henry Cavill, et
ces projets sont tous en panne les uns à la suite des autres, et quand il fait quelque chose, comme le Ministry of Gentlemen Warfare, vous m'avez compris, eh bien, les gens sont très contents et sont très avides et le regardent en masse. J'ai l'impression que c'est une espèce de secret méga star qui n'a pas les films qui lui vont à la taille de ses épaules, j'ai envie de dire. Donc c'est, moi je trouve ça super étonnant. Le film Highlander, il a été reporté, il y a eu des changements et tout. Il y a In the Grey avec Jack Gyllenhaal qui sera aussi avec Guy Ritchie qui est en préparation. Il y a le remake de Voltron et vraiment tous ces projets sont toujours décalés. C'est vraiment dommage. Et ce classement prouve à quel point, eh bien, les gens ont hâte de le retrouver. Voilà mon cher Kerr pour cette petite news qui, j'espère, t'a fait plaisir. Parce que je sais que tout le monde te confond dans la rue avec du coup Henry Cavill. Oui, bah oui. En France, il s'appelle Le Ministère de la Sale Guerre. Et ce qui est très cocasse avec ta news, c'est qu'il est sorti... Le film est plutôt chouette. Accessoirement, je voulais en profiter de faire cette news pour vous dire que j'avais pu voir le film. Et effectivement, le film est plutôt chouette. Et je vous conseille de le regarder. Ce n'est pas le meilleur film de l'année, notamment parce que sa dernière partie manque un peu de rythme. Mais le film est très chouette. Je vous conseille de le regarder. En effet, et ce que je voulais dire, c'est que elle est étonnante ta news, puisque le film est sorti aux États-Unis au cinéma, ça a été un tel échec, mais alors un bid incroyable, personne n'allait le voir. Il y a eu moins de 10 millions de dollars de recettes, que du coup Amazon Prime Prime Video a décidé de le sortir directement sur Prime Video ailleurs, et donc en France il est sorti de manière complètement inaperçue sur Prime l'année dernière. Pourtant il y avait un super casting, hein, outre Cavill, et le ton décalé du film, hein, le film marche très bien. On a Eiza Gonzalez aussi, on a Alan Ritchson, donc Richer, qui joue dedans. Donc voilà. Et alors moi, vu que tu parles de ça, je veux parler de Guy Ritchie aussi, puisque figurez-vous qu'il a sorti un film, mais encore la même chose, c'est vraiment ce qu'il fait actuellement, hein. Il avait fait des films avec Statham récemment qui sont directement sortis sur plateforme et qui sont passés complètement inaperçus. Je sais pas ce que fait Guy Ritchie, qui est un réalisateur qu'on aime beaucoup, mais là il a sorti donc Fountain of Youth, donc la fontaine de jouvence, le 23 mai sur Apple TV, mon cher Greg. Budget, accroche-toi bien, 300 millions de dollars pour le film. John Krasinski, Nathalie Portman et Eiza Gonzalez au casting. Guy Ritchie donc à la réal, et ça passe, mais alors complètement inaperçu. Mais c'est un délire. Je l'ai vu débarquer sur Canal et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Bah ouais. Ça a l'air sympa, il y a un petit casting. Et c'est moyen bof. Moyen bof. Ah ouais ? C'est le film le plus fade de Guy Ritchie que j'ai vu, hein. Ah ouais. Ah, on est loin du grand Guy Ritchie. On est très loin. On sent que là, il enchaîne les films pour se mettre bien financièrement. Et comme moi, j'apprécie beaucoup Guy. Enfin, Guy. Quand on lui parle, on dit Guy. J'espère vraiment que Guy s'est mis un bon petit chèque dans la popoche. Il le mérite. Mais là, franchement, sur le Fountain of Youth, il nous a pas gâtés. Après, il y a quelques moments où il se fait un peu plaisir sur la réalisation, et encore pas trop. Nathalie Portman. Tu sais que c'est horrible parce que tu me dis que c'est pas ouf, mais comme c'est Guy Ritchie, je sais que je suis chaud pour aller le voir. Oui, attention, hein, je te préviens, c'est pas ouf du tout. Le ministère de la Sale Guerre est nettement mieux. Hein. Nettement mieux. Hein. Il y a un fossé entre les deux. Hein. Mais le problème, c'est que comme c'est Guy Ritchie, je suis très chaud pour aller le voir. Et John Krasinski aussi, bien évidemment. Donc, voilà. Voilà pour ça, mon chéri. J'en fais d'autres. Ok, très bien. Tu m'as pris au dépourvu. Tiens, j'ai une news, on s'en fout. Comme la semaine dernière, j'ai toujours mes petits thèmes. Ma news, on s'en fout de la semaine, c'est que le reboot de Rocketeer, qui avait été annoncé par Disney pour Disney+, est en fait en très mauvaise posture selon donc l'acteur qui devait jouer Rocketeer, qui est David Oyelowo, super acteur, mais alors par contre le projet de reboot de Rocketeer probablement n'ira pas au bout. Donc voilà, c'était franchement on s'en fout cette news. Pourquoi est-elle dans cette catégorie ? Parce qu'on en a un peu assez des reboots. S'il vous plaît, faites autre chose. Voilà, et puis
Vous allez voir, je suis hyper cohérent. Et un truc qui me chauffe vachement, c'est que Zach Braff a annoncé qu'il revenait, et c'est officiel, dans le reboot de Scrubs. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est un reboot ou si ce sont de nouvelles saisons. J'espère que ce sont de nouvelles saisons. En tout cas, il relance la série. Et puisque je parle de Scrubs, sachez que John McGinley, qui jouait donc le Dr. Cox dans Scrubs, rejoint Steve Carell dans la nouvelle série de Bill Lawrence, qui est le créateur de Scrubs, et Matt Tarsis. Voilà, une série comique qui a l'air très chouette. Ça va se dérouler en tout cas sur le papier, je l'ai pas encore vu. Ça va se dérouler sur un campus universitaire. Voilà, avec donc Steve Carell que récemment nous avons pu voir notamment dans The Morning Show. Et bien évidemment The Office. Hein. Pour ceux qui vont dans les commentaires me dire bouh, Steve Carell, tu sais même pas qu'il a joué dans The Office. Bah si. Voilà, à toi mon cher Greg. Jean-Michel, à toi. Alors que j'essaye de survivre aux chaleurs de mon bureau. Hein. Vous ne vous rendez pas compte dans quelles conditions nous enregistrons Culture Geek. C'est vraiment, il faut avoir conscience de la dureté. Parce que là, il fait au moins 85 degrés et j'exagère à peine. À toi. Là, t'as le droit de dire que je suis rouge. Ouais, et de mon côté, moi, il fait très bon. Parce que j'ai la clim. C'est vraiment un bonheur. Et la clim fuit. J'ai mis un bac à côté parce que la clim fuit. Donc c'est vraiment le Cult & Click chouette. Death Stranding. Kerr est un grand fan de Death Stranding. C'est un jeu. Tu sais que tu dis toujours ça pour troller, mais j'aime bien Death Stranding. Je l'ai pas fini. Je le sais, Kerr. J'aime bien. Je t'ai vu avec tes petites bottes, ton kawaii faire comme ça tes livraisons dans la Picardie. J'ai compris tout de suite quelle était ton inspiration. Et donc du coup, le truc c'est que Death Stranding, Kojima a donc dans les bottes un Death Stranding 2, comme certains le savent déjà. Eh bien, ce que vous avez peut-être laissé passer comme info, c'est qu'il va faire deux œuvres complémentaires. Il va y avoir un film Death Stranding qui va être produit par A24, qui pour l'instant produit quand même beaucoup de bons films ces derniers temps. Ouais. Et il a précisé que son but ne serait certainement pas de faire un blockbuster, mais plutôt de faire un film qui va aller chercher des prix. Et il ne voulait pas que ce soit une adaptation littérale du jeu, mais au contraire d'utiliser le média cinéma au mieux. Et c'est vraiment le réalisateur Kojima, c'est le réalisateur de jeu le plus réalisateur de films. Enfin vraiment, il y a beaucoup d'idées cinématographiques dans les jeux de Kojima, et donc c'est pour ça que effectivement ça paraît assez intéressant. Il est allé chercher pour l'écriture et la réalisation Michael Sarnowski, qui avait fait Sans un bruit jour 1, et il lui a dit que là, il fallait vraiment privilégier ce qui ne peut être réalisé qu'à travers le cinéma. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un personnage qui vous dit dans ta sauvegarde, je sens que tu es un joueur de Xenogears. Là, ça va être une adaptation complète. Et à ça, mon cher Kerr, une nouvelle complémentaire est présente. Il y aura un projet d'animation autour de Death Stranding qui, de la même manière, se veut être pour les fans, mais en animation. Je répète complètement 2 fois ma phrase. Et là, Kojima dit que de la même manière, il veut aller chercher les fans d'animation pour en faire une œuvre avec le potentiel expressif que peut avoir ce média. Écoute, en vrai, Death Stranding, je n'ai pas fait le 1, donc je vais pas vous dire si c'est bien ou si c'est mal. Le truc, c'est que moi j'étais un gros fan des Kojima à l'époque de Metal Gear. Et c'est vrai que c'était solide. L'écriture, que vraiment la réalisation, on sentait qu'il avait des trucs à dire et des trucs à montrer sur le ciné. Et là, c'est marrant que dans cette nouvelle partie de sa carrière, qu'au final, ça y est, il s'en rapproche, que ça y est, ses projets soient... Et en fait, il y a un petit peu les mêmes prémices que l'adaptation de The Last of Us. Il y a le créateur qui est présent avec les showrunners,
qui veulent en adapter vraiment en faisant une version un peu différente, qui supporte plus un nouveau média. Et du coup, Eker, tu disais que pour toi, The Last of Us était la meilleure adaptation de jeu vidéo de l'histoire, hein, je rappelle. Non. Alors, tu ne dis pas ça parce que tu n'as pas lu les commentaires sur la critique ou dans la vidéo. C'est marrant que tu en parles parce que j'allais en parler juste après. Dans la vidéo, je dis, bon, il y a plein de choses qui vont pas, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses qui vont bien. Je liste le pour et le contre. Dans les commentaires, tout le monde s'est essuyé les pieds sur mon avis pour dire à quel point la série était le pire truc jamais visionné. J'exagère bien évidemment. Enfin, certains ont utilisé des termes extrêmement violents pour parler de la qualité de la série. J'étais quand même très étonné. Alors oui, en plus, on me dit non, mais c'est incroyable d'avoir fait le jeu et d'aimer la série. Je commence mon avis en disant le jeu est supérieur à la série en tout point. Je peux pas faire mieux, tu vois. Bon, bref. Ouais, j'étais assez étonné du rejet de. Bah, après, les gens, vous avez le droit, hein, vous avez le droit de rejeter. Vous avez le droit de rejeter cette saison 2 de The Last of Us. D'ailleurs, je le dis hein, dans la vidéo que votre avis est tout à fait pertinent aussi. C'est juste qu'on a le droit aussi de peut-être pondérer un peu, puis peut-être aussi de pas avoir forcément le même avis et de respecter tout ça. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Tu parlais de Kojima et tu disais qu'il s'inspirait beaucoup du cinéma. C'était le plus adaptable, on va dire, ces jeux au ciné. Mais il a fait aussi beaucoup pour la musique, Greg. Parce que dans Metal Gear, il y a le DJ, là. Comment il s'appelle le DJ qui est dans Metal Gear, là? Ah, Snake. Je suis pas très fier de cette vanne. Ah non, mais là, je me suis dit, mais où est-ce qu'il va et tout. On est dedans. Ouais, je écoute, sais pas si là, mais on y est à vue d'œil, on est monté à 112 degrés dans le bureau, là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai quand même le droit de faire une vanne. Et puisque je parle de très bonne musique, j'ai une autre news. Lady Gaga va jouer... Sans transition. Et puisqu'on parlait de musique et de grande musique, restons dans le thème avec Lady Gaga. Ouais, il n'y a pas de transition, descente d'organes. Donc Lady Gaga jouera dans la saison 2 de Mercredi. Voilà. Elle va jouer donc un professeur de Nevermore. Voilà, Lady Gaga, qui elle aussi malheureusement a joué dans un truc que t'as pas le droit de dire que c'est pas si mauvais que ça. C'est Joker Folie à deux. Je suis désolé, j'aimerais bien le détester ce film aussi, mais je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Je vais parler de The Last of Us, la série qui fait l'unanimité, hein, vraiment acclamée sur la saison 2. C'est marrant le grand écart, je sais pas si t'as vu entre les critiques presse et les critiques publiques. Là vraiment c'est de la gymnastique quoi. Ça au JO ça a une excellente note au niveau grand écart. Toujours est-il pour vous dire que Craig Mazin, le showrunner de la série The Last of Us, qui était aussi le showrunner de Chernobyl, il a déclaré que pour lui la saison 3 serait plus longue que la saison 2, cool, mais que à son sens, cool, parce qu'on trouvait que la saison 2 était rushée, hein. Mais il a également dit qu'à son sens il faudrait probablement une saison 4 pour terminer l'histoire du jeu. Voilà, Craig, j'ai envie de te dire, t'exagères un peu. Voilà, bon, on verra. Ça enlève en tout cas l'hypothèse que la saison 4 soit l'après The Last of Us Part 2, qui était pendant un moment la grosse hypothèse, puisque Craig Mazin avait déjà dit que la série devait avoir 4 saisons. Là, si on comprend un peu tout ça, ça veut dire que Neil Druckmann et Craig Mazin ont prévu de n'adapter que The Last of Us 1 et 2. Alors vous allez me dire, c'est normal, il n'y en a que 2 de jeux. Je suis d'accord avec vous. Mais potentiellement, ils pouvaient soit partir sur une invention à la Goth, avec le succès qu'on connaît, en tout cas au niveau réussi, au niveau final, et c'est très compliqué, parce que le problème, c'est que The Last of Us Part 3, on sait à peu près tous qu'elle est en développement caché dans les sous-sols de Naughty Dogs, mais ouais, c'est très compliqué, hein. C'est très intéressant, je trouve, l'adaptation à venir de The Last of Us, parce que j'aurais été HBO, moi j'aurais attendu que du côté Naughty Dogs, on ait vraiment terminé la saga, hein. On verra s'il y aura un 3. Mais bon, moi je suis absolument persuadé, je suis pas le seul, que le 3 est en développement. J'enchaîne avec une autre news et je vais vous parler de 28 ans plus tard, qui sort là, hein, dans quelques jours en juin.
avec peut-être comment vous regardez cette vidéo, vous l'avez déjà vu. Et là, vous vous dites, mais pourquoi dit-il qu'il sort alors que je l'ai déjà vu? Danny Boyle, donc le réalisateur, a dit que Cillian Murphy, qui est absent de 28 jours plus tard, serait présent dans les 2 prochaines parties de la trilogie 28 ans plus tard. Je vais pas y arriver parce que j'ai toujours envie de dire 28 jours plus tard. Non, 28 ans plus tard. Et donc, ça va se faire en trilogie, les amis. Voilà, c'est quand même intriguant. Pourquoi faire 3 films sur ça? Eh ben, on verra, j'ai envie de dire. On verra. Quelques news d'ici pour terminer. Avec James Gunn qui dit, donc là il est dans la promo de Superman, d'ailleurs il y a un nouveau trailer, il y a des nouvelles affiches personnages qui sont sorties aujourd'hui. James Gunn donc dit qu'il s'est inspiré beaucoup de Godzilla Minus One pour Superman. Vous allez voir, il est malin, hein, c'est de la com. Donc alors, niveau cinématographique, rien, hein. Non, c'est juste dans ce que raconte Godzilla Minus One, parce que lui, il dit aussi que son Superman est un grand drame humain, comme dans Godzilla Minus One. Il y a beaucoup de choses qui sortent sur Peacemaker saison 2, sur le casting, le trailer notamment. La série arrive cet été, c'est vraiment super cool, j'avais envie de vous le rappeler. Et je vais terminer mes news par vous dire que, figurez-vous, donc la presse américaine a révélé, je sais pas pourquoi je prends l'accent américain pour ça, mais a révélé qu'en fait du côté de la Warner on avait très sérieusement envisagé de donner la réalisation d'un nouveau film Superman avec Henry Cavill à Michael Bay. Alors mon cher Greg, ça c'était en 2022. Un film Superman avec Henry Cavill réalisé par Michael Bay, t'en penses quoi? Un ascenseur émotionnel parce que j'ai cru que c'était une nouvelle annonce. Je me suis dit ah putain c'est trop cool. Ah non, okay. Je savais pas que c'était Michael Bay qui allait être. Oui, c'est un projet qui est avorté, mais ça aurait été drôle quand même d'avoir Henry Cavill qui, vole, fait exploser des stations essence. Ça aurait été vraiment incroyable. De cette news qui me remplit de joie. On a terminé. Je pense qu'il est quand même grand temps de sortir de cette pièce avant que je sois totalement cuit. Et toi, mon cher Greg, il est grand temps que tu sortes de ta pièce avant que l'inondation ne te noie. Deux ambiances, comme on dit. Hein. Dernière news, la plus grosse annonce du To Doom de Netflix, c'est l'annonce du prochain film de Guillermo del Toro qui sera donc une exclusivité Netflix. Pacific Rim 3. Et exactement pas du tout. Je parle de Frankenstein qui va donc être qui vient d'être annoncé, qui a une bande-annonce. Donc il y a je sais pas si tu as vu le trailer mon cher Kerr. Oui. Mais ça donne en vrai ça donne en vrai plutôt très envie de voir le film. Le film est annoncé pour novembre 2025 sans date précise. Il y a du coup Oscar Isaac en Victor Frankenstein. Je rappelle que Frankenstein c'est le nom du professeur, c'est pas la créature. Et avec Christopher Waltz, du coup Waltz. Et Mia Goth de, je sais pas comment on dit, Mia Goth ou Mia Goth, ouais. Et donc, de la trilogie X, Pearl et Maxi. Et c'est marrant parce que le film, quand je l'ai vu, j'avais vraiment l'impression que c'était une variation d'un nouveau film à monstre comme était The Shape of Water. Mais écoute, Guillermo del Toro est un réalisateur de génie. Il faut voir ce qu'il fait parce qu'il y a souvent des bonnes propositions. Donc écoute, mon cher Kerr, je suis très curieux. Et si on voyait 2 fois cette année, alors, pas vraiment Frankenstein, mais en tout cas la créature de Frankenstein, des personnages de l'univers de Frankenstein au cinéma ou sur petit écran, puisqu'en fait, rappelez-vous, la créature de Frankenstein et l'épouse de la créature de Frankenstein sont dans Creature Commandos de James Gunn, et James Gunn a dit qu'on verrait des personnages de Creature Commandos dans Superman et dans Peacemaker saison 2. Donc potentiellement, on les verra eux aussi dans l'univers d'ici. Voilà mon cher Greg. Je te laisse dire au revoir. Au revoir. Merci. Je peux dire autre chose ou pas? Ouais, tu peux dire autre chose, vas-y. Merci à tous d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à partager, car le partage, mon ami Kerr, c'est la vie.
Voilà. En fait, le truc, c'est que Et c'est comme pas Netflix, Le a partage, c'est pas abandonné Netflix. le slogan, nous l'avons repris. Donc merci à vous, des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao ciao.